Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine. Gros programme ce soir comme d'habitude avec tous les résultats et les conséquences au classement, que ce soit au niveau du foot féminin ou du foot masculin. On parlera des Girondins de Bordeaux et du Pau Football Club en Ligue 2 BKT avec des résultats décevants. Il y aura une large page consacrée au National 2 avec tout d'abord les résumés d'Angoulême-Charente et de Libourne, mais également une interview du président Fabrice Faure de Trélissac pour expliquer un petit peu l'actualité liée au club du Périgord. En National 3, on parlera de la belle série qui se poursuit pour les Jeunets d'Anglet et puis il y aura une large page consacrée aux équipes jeunes avec notamment les U17 nationaux, le match de Saintes face au Lorient de Laurent Koscielny. On parlera de la Madewis Cup en fin d'émission avec deux clubs qui ont brillé et représenté la Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit du FC Périgny et du club de l'AS Marcellus Cocumont. Tout cela dans un numéro 133 d'LFNA TV qui s'annonce passionnant. Ça démarre maintenant. Galanterie oblige, on débute avec le foot féminin. Il n'y avait pas de D1 Arkema ce week-end. En revanche, il y avait un match de 3e division féminine avec un match en retard de la 10e journée de la poule A. Sévère défaite 7-0 pour Châtellerault sur la pelouse de Roubaix. Au classement, le SOC est 11e à 6 points désormais du Stade Malherbe de Caen qui est 10e. En Régional 1, il y avait une journée de championnat. Vous allez voir les résultats et les conséquences au classement avec la 15e journée donc et la victoire de l'ES Poitiers 3 Cités 2-0 face au FC Talence. La victoire 2-1 des Jeunets d'Anglet sur la pelouse du Pau FC. Un but partout entre le Pôle Palois et le CMO Bassins, la victoire 1-0 à l'extérieur pour Bergerac-Périgord qui réalise une belle opération en gagnant le derby face à Trélissac et puis 2-0 pour Limoges Football face à l'ES La Rochelle au classement. Bergerac-Périgord compte désormais 4 points d'avance sur Poitiers, 3e Gradignan avec 24 points. En bas de tableau, on retrouve Pau 10e et Trélissac 11e. On passe au foot masculin maintenant avec par ordre évidemment la Ligue 2 BKT, la 28e journée et un triste 0-0 pour les Girondins de Bordeaux à domicile face à Quevilly-Rouen. Un résultat forcément décevant pour les Girondins à l'image de Clément Michelin qui nous explique ce qui a manqué aux Girondins pour faire un résultat face au club normand. De l'efficacité offensive. Encore plus de patience, après c'est dur parce que vraiment c'était un bloc très très bas qui prenait zéro risque et c'est vraiment pas évident. Parfois tu es un peu impatient, tu veux faire surtout en fin de match, il y a les supporters qui poussent et parfois on se précipite. Mais peut-être encore plus de monde dans la surface, encore plus d'agressivité offensive. Après on a quand même quelques situations mais c'est très très frustrant. C'était Clément Michelin au micro de Girondin TV. De son côté, le Pau FC n'a pas gagné également. C'était compliqué face à la meilleure équipe tout simplement de Ligue 2 en 2024. L'USL Dunkerque, défaite 1-0 pour l'équipe de Pau. On écoute tout de suite la réaction du coach béarnais Nicolas Usaï au micro de nos confrères de France Bleu Béarn Bigorre. On joue le maintien, oui, on joue le maintien. Aujourd'hui, je crois qu'on a 4 points d'avance sur la zone de relégation. On a un match capital la semaine prochaine contre Concarneau. On voit les résultats ce soir encore qui sont pour certains surprenants. C'est un championnat très homogène, donc voilà, il suffit simplement, alors c'est facile à dire, de se remettre dans le sens de la marche et d'aller chercher les points nécessaires pour l'acquisition de notre maintien. Et on a conscience de la situation. On revoit les matchs, on en parle dans la semaine, donc on sait très bien, on connaissait aussi cette force de Dunkerque depuis le début 2024 qui est assez impressionnant au niveau comptable, donc voilà, mais ça laisse quand même au vu du match beaucoup de regrets. Conséquence de cette 28e journée au classement, les deux équipes se suivent avec le même nombre de points, 37 en l'occurrence. Pau est 12e, Bordeaux est 13e. On passe maintenant au National 2 avec la 18e journée de la poule B, la poule qui concerne les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Il y avait une occasion de briller pour le FC Libourne à domicile. Libourne qui devait absolument l'emporter au stade Jean-Antoine Moueix. La mission a-t-elle été réussie pour les hommes de Malik Seck? La réponse tout de suite avec ce résumé signé Théo Rodriguez.
18e journée de National 2, le FC Libourne recevait Bourges Foot 18 au stade Jean-Antoine Mouex de Libourne. Coup franc pour les Berruyers en ce début de rencontre, s'est enroulé mais le ballon frôle le montant droit de la cage libournaise. Bon pressing des Libournais après ce duel aérien, ça profite à Agoro qui enroule à son tour, mais encore une fois le ballon ne trouve pas le cadre. Baassa est lancé en profondeur après ce long ballon dans le dos de la défense de Bourges, il s'avance et frappe croisée. Mais sa tentative manque de justesse et fuit le cadre. Nouvelle possession libournaise, Guérino est lancé côté droit, il prend le temps d'ajuster son centre et trouve sec au second poteau qui reprend de voler. Le ballon trouve le chemin des filets, Libourne ouvre le score à la 11e minute du match, ça fait 1-0. 18e minute, Manséry est en possession du ballon et se fait tacler par Méliande. Une échauffourée s'ensuit, à la fin de celle-ci, l'arbitre est unanime et décide d'exclure Echeverria. Bourges va devoir donc jouer plus de 70 minutes en infériorité numérique. Guérino côté gauche tente de retrouver Sec dans l'axe mais c'est bien défendu. Ça profite à Méliande qui fixe le portier adverse et décale Baassa à l'opposé, il ajuste. Mais manque encore une fois le cadre. On n'est pas passé loin du break libournais. En infériorité numérique, les Berruyers laissent des espaces. Baassa est lancé dans le couloir gauche, il décale Agoro dans la surface. Il frappe, il va doubler la mise. Libourne fait le break, 2-0. Les Berruyers tentent de réagir sur ce joli numéro en solitaire conclu par une frappe de 25 mètres. Bourges manque de peu de réduire la marque suite à ce magnifique arrêt du portier libournais. 45e minute, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, Libourne mène 2-0 au stade Jean-Antoine Mouex. Au retour des vestiaires, ce ballon haut est dévié de la tête dans le dos de la défense pour Baassa. Il accélère et décale Soané devant le but. Libourne alourdit le score. Ça fait 3-0. Guérino anticipe bien cette sortie de camp et prend de vitesse toute la défense de Bourges. Il retrouve Soané qui sente fort devant le but pour Agama qui n'a plus qu'à mettre son pied en opposition. Il vient s'ajouter à la liste des buteurs. Ça fait 4-0 pour Libourne. Coup franc pour Bourges en toute fin de match, c'est enroulé du gauche côté gardien, mais sa tentative ne trouve pas le cadre. L'arbitre donne le coup de sifflet final, Libourne s'impose 4-0 sur sa pelouse face au Bourges Foot 18 après avoir été en supériorité numérique pendant plus de 70 minutes. Belle opération des Libournais qui prennent la tête du classement de cette poule B de National 2. Et on remercie Roland Becca notamment de nous avoir fourni les images de ce match du FC Libourne. Autre rencontre, celle d'Angoulême-Charente. Angoulême-Charente qui est allé jouer du côté de Blois. Le résumé de cette rencontre vous est cette fois proposé par Flavien Ziolkowski. Les résultats complets de cette 18e journée de National 2 dans la poule B avec le nul 1 but partout pour Bergerac-Périgord face à Saint-Privé-Saint-Hilaire. La victoire surprenante de la réserve du SCO Angers sur le terrain de Vendée-les-Herbiers. La victoire, on l'a dit, 4-0 de Libourne face à Bourges. La victoire 2-1 pour la CFC du côté de Blois. 3-0 pour Saumur face à Romorantin. Et puis 2-0 pour Paris 13 Atlético face à La Roche-Vendée. Conséquence au classement, très belle opération du FC Libourne
qui est en tête avec 2 points d'avance sur Paris 13 Atlético. Les deux clubs de Vendée sont 3e et 4e devant Angoulême-Charente, 5e avec 26 points. Et puis un peu plus bas dans le classement, on retrouve Bergerac-Périgord à la 10e place avec 23 points. Trélissac est 11e avec 18 points. C'est d'ailleurs l'information de la semaine. Trélissac-Anton-Périgord qui évoluera quoi qu'il arrive en National 3 la saison prochaine avec désormais un changement dans l'organigramme. Il y aura 2 coprésidents. On retrouve les explications du président actuel Fabrice Faure au micro de Flavien Ziolkowski. Nous sommes avec Fabrice Faure, le président de Trélissac, club de National 2. Bonsoir, président. Bonsoir. Président, vous avez annoncé la semaine dernière que le club, la saison prochaine, repartirait en National 3, quoi qu'il arrive. Pourquoi cette décision, président ? C'est une décision qui est économique, parce qu'aujourd'hui, on est sur un bassin de population en Dordogne assez limité, et puis un potentiel économique aussi limité. Donc, il faut savoir vivre avec ses moyens. Aujourd'hui, le club, il ne tient que par le fait que je sois présent et mon apport. Mais bon, voilà, c'est complètement artificiel. Donc, il fallait revenir sur des vraies valeurs. Quelles en sont les causes aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que la situation soit meilleure aujourd'hui, président ? J'étais démarché les collectivités. Aujourd'hui, moi, je pense qu'un club au niveau national, National 2 ou même au-delà, si le tiers du budget n'est pas issu des collectivités, c'est compliqué. Aujourd'hui, en National 2, on voit que tous les clubs qui performent, aujourd'hui, ils sont sur un bassin ou sur une métropole ou soutenus par des collectivités de façon très, très forte. Et c'est pas le cas. Après, je peux pas tirer sur les collectivités. Aujourd'hui, en Dordogne, elles ont d'autres problématiques à pouvoir respecter que plutôt que le foot. Pourtant, président, Trélissac fait quand même bonne figure dans cette poule. Vous êtes 11e avec 18 points, donc le maintien est encore envisageable largement. Lorsque l'on voit cette poule très homogène, il y a très peu de points qui séparent ne serait-ce que la 5e place à celle de 11e, donc tout est encore possible. Je pense que mes joueurs vont sortir la tête haute, ils vont vouloir absolument montrer qu'ils ont le niveau N2 et qu'ils vont se maintenir jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'ils vont le faire. Je n'ai pas de doute là-dessus. Après, c'est pas la faute aux joueurs, c'est le potentiel. Aujourd'hui, avec la réforme des championnats nationaux, l'année prochaine, il y aura 3 poules. Si votre club n'est pas issu, encore une fois, ou appuyé sur des collectivités fortes ou une métropole forte, ça va être hyper compliqué. Quelles sont les conséquences aujourd'hui, président, ne serait-ce que sur l'effectif ou alors le staff ? Est-ce qu'il y aura des conséquences vis-à-vis de ces emplois ? Oui, de toute façon, on est reparti sur une feuille blanche pour un club avec un budget conséquent en N3, mais bon, avec au niveau du staff, au niveau de l'administratif ou des équipes d'éducateurs, oui, effectivement, on va revoir la voilure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmez toujours Hervé Loubin en tant qu'entraîneur de Trélissac la saison prochaine ou c'est pas encore sûr ? Hervé est coach jusqu'au mois de juin, il a un contrat avec nous, il a fait un appel du pied pour nous accompagner l'année prochaine en N3. Il est intéressé par le projet. Donc ça, c'est Patrick Guérit qui va s'occuper le coprésident qui va s'occuper du sportif l'année prochaine qui va le recevoir et discuter avec lui. Justement, président, vous annonciez être lassé un petit peu par cette situation. Vous allez diriger la présidence avec Patrick Guérit, votre prédécesseur. Pourquoi cette décision, président ? C'est une forme de lassitude. Aujourd'hui, je ne me retrouve pas dans ce niveau de championnat. Moi, j'ai des valeurs peut-être un peu... moi, le club, c'est pas que l'équipe première. Moi, je ne mets pas tout dans l'équipe première. Je mets la formation. Il y a beaucoup de clubs qui ont pris la décision d'abandonner la formation, ce que je peux comprendre, de tout mettre tous les moyens au niveau de l'équipe senior. Moi, c'est pas mon cas. Donc je préfère... continuer à travailler, à structurer le club au niveau de la formation, la préparation à la formation. C'est ma vision des choses. Après, comme je vais arrêter la partie sportive, après, Patrick Guérit verra ce qu'il fait dans l'avenir.
Voilà, mais c'était mon choix. Moi, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, putain, avec un budget d'un million 8, ouais, mais bon, le problème, c'est que dans ce budget, il y a beaucoup de moyens qui partaient sur la formation et la préformation. C'est peut-être un tort, hein, on me reprochera peut-être d'avoir mis autant de moyens sur ce niveau-là, mais bon, voilà, c'était mon choix à l'époque. Enfin, voilà. Mais je ne renie pas là-dessus. Après, on voit bien quand même que le niveau de formation qu'on sort à Trélissac, on voit bien quand même les 19 nationaux, même s'ils se frottent à ce qui se fait de mieux au niveau des équipes nationales, que ce soit les clubs pro. Hein, on a aujourd'hui les 19 nationaux, à 90%, c'est la formation de Trélissac. On va se frotter, on s'est frotté à Lorient, on a pris 4-0, bon, voilà. Sauf que Lorient, ils vont chercher les meilleurs 19 au niveau national et voir au-delà. Nous, c'est pas le cas, c'est la formation. Bon, on n'est pas ridicule, mais on voit bien que les joueurs qu'on forme, pour accéder au niveau national 2, c'est compliqué. Bon, en tout cas, merci Président de nous avoir partagé votre vision des choses et on va suivre forcément toutes les sections et les structures de Trélissac jusqu'à la fin de la saison. Merci beaucoup Président, bonne soirée à vous. Merci, bonne journée, au revoir. Il est temps de s'intéresser au National 3 maintenant avec la 18e journée de championnat. La poule B tout d'abord avec un choc de haut de tableau entre le club des Genêts d'Anglet et l'US Castanet. Un match qui avait lieu au stade Saint-Jean qui valait de l'or évidemment et qui vous est résumé par Théo Rodriguez. Match de gala dans la poule B de National 3. Les Genêts d'Anglet, deuxième au classement, recevaient l'US Castanet, leader de la poule au stade Saint-Jean d'Anglet. Castanet met le pied sur le ballon en ce début de rencontre. T lance Arnay dans le dos de la défense. À la course, il est plus rapide, l'attaquant castanéen va prendre sa chance du droit. Mais le sec se couche bien sur ce ballon. Les Anglois réagissent, la place est recherchée à l'entrée de la surface. Il bénéficie d'un compte favorable qui profite à la paire et prend sa chance du droit. Il trouve le chemin défilé. Le portier castanéen n'a rien pu faire. Les Genêts d'Anglet ouvrent le score dans ce match. Ça fait 1-0. Nouvelle possession pour les Genêts d'Anglet. Rankin hérite de ce ballon dans l'axe. Il crochette un défenseur avant d'envoyer une frappe du gauche. Mais Tournier fait un bel arrêt. 45e minute, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, les Genêts d'Anglet mènent 1-0 au stade Saint-Jean d'Anglet. Au retour des vestiaires, Salabert anticipe bien le dégagement du portier anglois. Il accélère côté gauche et envoie un centre dans la surface. T frappe en première intention, mais sa tentative s'envole au-dessus de la transversale. Les Castanéens poussent pour recoller à la marque. T côté droit envoie un magnifique ballon sur le grand qui croise sa tête et va trouver le chemin défilé. Magnifique but de l'attaquant castanéen qui peut montrer l'étendue de la qualité de son jeu de tête. Il permet surtout à Castanet d'égaliser. Un partout au stade Saint-Jean. Pierre-Bertrand Arnay est à la réception de ce long ballon côté gauche. Il s'infiltre dans la surface et enroule ce ballon, mais sa frappe fuit le cadre. Coup franc pour Anglet, c'est repris par Guevel et stoppé par Tournier. Ça profite à Mandy Bourou dans un second temps, qui n'a plus qu'à ajuster la cage castanéenne. Les Genêts d'Anglet reprennent l'avantage à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, 2-1. Castanet tente de réagir, Ré est trouvé dans la surface, il crochette et tente d'enrouler, mais le sec dévie ce centre-tir du bout des doigts. Le score en restera là, les Genêts d'Anglet s'imposent 2-1 au stade Saint-Jean. Belle opération au classement pour les Anglois qui occupent désormais la première place au classement de cette poule B de National 3. Les résultats dans cette poule B de National 3 avec la victoire 3-0 pour Colomiers face à l'Aviron Bayonnais, la victoire 2-0 du Stade Bordelais à domicile face à Aunay-le-Château, la victoire 5-0 de l'US Lèche Cap-Ferré face à la Lanterne Rouge Perpignan, la victoire de Buzyn, on l'a dit, pour les Genêts d'Anglet contre Castanet, la victoire 4-1 pour Albert Argelès face à Saint-Paul Sport, la victoire 2-0 pour Canet-en-Roussillon sur la pelouse de la réserve des Girondins de Bordeaux et puis le succès de la réserve de Pau face à Blagnac. 1-0. Au classement, les Genêts d'Anglet
compte 2 points d'avance sur l'US Castanet, 3e Blagnac, 4e Colomiers, 5e la réserve de Pau avec 27 points devant l'US Lèche Cap-Ferré, 6e avec 25 points. Le Stade Bordelais est 7e avec également 25 points, 10e l'Aviron Bayonnais avec 23 points. La réserve des Girondins est 12e avec 15 points devant Saint-Paul Sport qui est 13e avec 13 points. Perpignan ferme la marche avec la 14e place et seulement 9 points. Dans la poule C, maintenant la victoire 4-1 de Ouest Tourangeau face à Bourges Foot. Concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine, la série continue pour le Stade Poitvin qui s'impose 2-1 sur la pelouse du Tour FC. La victoire de Montlouis sur la pelouse de Panazol 2-0. Chauvigny s'est incliné 3-0 du côté de Bourges S Moulot. Et puis la défaite 3-1 de Châtellerault. Vous le voyez, conséquence au classement, Montlouis est toujours en tête avec 6 points d'avance sur le Stade Poitvin. Tours est 3e, Châtellerault est 6e avec 25 points devant Panazol, 7e, 24 points. Et puis en bas de tableau, on retrouve Chauvigny à la 10e place avec 21 points. Dans la poule D, victoire de Buzyn de Vertou face à l'US Saint-Philbert. La victoire 4-0 de la réserve des Chamois Niortais qui a été piquée après la défaite dans le derby contre Choré. 4-0 sur la pelouse de Saint-Nazaire. Très belle opération pour les Chamois Niortais alors que Choré a également gagné 4-0. Victoire magnifique de Choré à domicile samedi soir face à Château-Gontier. Au classement, le FC Nantes, la réserve est toujours en tête avec 36 points. Les clubs de Nouvelle-Aquitaine, 9e place pour Choré, 23 points. 10e place pour la réserve des Chamois Niortais avec 21 points. On passe maintenant à la régionale 1 avec tout d'abord la poule A et la 16e journée de championnat. La victoire 2-1 de l'ES La Rochelle face à Saint-Jean-d'Angély, 0-0 entre Thoire-Faute 79 et l'Étoile Maritime, un but partout entre le Stade Poitvin et l'US Chauvigny, mais également entre Bressuire et Busserolles. Et puis la victoire de Buzyn du CA Neuville du côté de Nueil-Aubier. Au classement, ça donne Busserolles toujours en tête avec 28 points, 1 point. Devant le CA Neuville, en bas de tableau, l'Étoile Maritime 11e, le S Guérétoise 12e avec 13 points. Dans la poule B, on jouait évidemment là aussi la 16e journée avec la belle victoire dans un match un peu fou de Nontron-Saint-Pardoux sur le terrain de Lormont, 3-2. Un but partout entre Brive et Couzé-Chaptelat. Il y a eu 3-1 en faveur de Fétias sur le terrain de Saint-Médard-en-Jalles, 3-0 pour le FCE Mérignac-Carlac sur le terrain de Senon, 2-1 pour Boulazac face à Angoulême-Charente et puis 3-2 pour Trélissac face à Porte-Entre-deux-Mers. Au classement, Mérignac-Carlac en tête avec 7 points d'avance sur Boulazac, 3e Porte-Entre-deux-Mers et puis dans le bas de tableau, on retrouve 10e Lormont, 16 points, 11e Nontron-Saint-Pardoux, 14 points et lanterne rouge du championnat, l'US Senon avec 12 points. Dans la poule C, là aussi la 16e journée, 2 buts partout entre le Stade Montois et la Brède, 2-1 pour les Croisés de Bayonne sur le terrain du FC Biganos, 3-0 pour l'Iriburuco Ainara face au FC Lescar, un but partout entre l'Arine-Lusien et le Bassin d'Arcachon, et puis 2-0 pour Cestas face à l'Asmur. Au classement, le Bassin d'Arcachon compte 9 points d'avance sur son dauphin, les Croisés de Bayonne. Biganos descend à la 3e place. Dans le bas de tableau, Stade Montois 10e, 17 points. La Brède 11e, 9 points. L'Escar, lanterne rouge, à la 12e place avec 6 points. Les résultats chez les jeunes maintenant avec tout d'abord les U19 nationaux, la 20e journée de la poule C avec les clubs de Nouvelle-Aquitaine. La défaite 4-0 pour Trélissac sur la pelouse du FC Lorient. Il y avait également un derby entre les Girondins de Bordeaux et le SA Mérignac. La victoire 2-0 des Girondins. Conséquence au classement, l'équipe des Girondins de Bordeaux est 6e avec 29 points d'un classement dominé par le FC Lorient. Le club de Trélissac est lanterne rouge avec 7 points et Mérignac est 12e avec 20 points. Dans la catégorie des U17 nationaux, cette fois, les résultats du week-end. Dans la poule E, on jouait la 20e journée avec le SA Mérignac qui a perdu à domicile 2-0 face à Montferrier. La défaite également à domicile pour le FC Marmande 47 face à Rovenin 1-0. Et puis un but partout entre l'UJS Toulouse et les Girondins de Bordeaux. Au classement, l'Olympique de Marseille est toujours en tête devant Montpellier et les Girondins de Bordeaux qui sont 3e avec 36 points. Mérignac est 5e avec 31 points. Le FC Marmande 47 est 8e avec 28 points. Dans la poule F, Sainte, lanterne rouge du classement,
recevait le FC Lorient, entraîné par un ancien Bordelais, un certain Laurent Koscielny, joueur également passé par Arsenal. Le résumé de cette rencontre entre Saintes et Lorient vous est proposé par Théo Rodriguez. Le complexe sportif Yvon Chevalier de Saintes accueillait la 20e journée de championnat pour les U17 nationaux de l'ES Saintes ce dimanche. Ils étaient opposés au FC Lorient, entraîné par l'ancien défenseur central de l'équipe de France, Laurent Koscielny. Une rencontre qui s'annonce difficile pour les Saintais puisque les Lorientais occupent la 8e place au classement et sont quasiment assurés de se maintenir, tandis que les Saintais, eux, sont derniers de cette poule F. Ils n'ont surtout gagné qu'un seul match cette saison, c'était face au Stade Rennais en septembre dernier. Malgré ce manque de résultats, Julien Pigné, le coprésident de l'ES Saintes, est tout de même satisfait de la saison de ces jeunes joueurs, surtout au niveau de leur implication. Un match d'apprentissage qui va nous permettre de jouer contre les équipes qui évoluent au plus haut niveau, de structure professionnelle reconnue. Pour nous, c'était l'ambition de l'année, c'est-à-dire emmener nos jeunes au plus haut niveau parce que c'est un groupe qui le mérite, qui est très intéressant, qui travaille bien, qui est réceptif. Les résultats ne sont pas là, c'est le seul point qui nous déçoit, c'est-à-dire qu'on aurait voulu qu'ils soient plus récompensés par rapport à leur investissement, à leur état d'esprit. Mais c'est le football de haut niveau, on est là pour ça, on est là pour apprendre en toute humilité, donc on va prendre le match comme il vient et on verra ce qui se passe. Pour être souvent là avec eux, quand on joue à domicile en tout cas, c'est exactement ça, c'est l'apprentissage. Clairement, le groupe a changé, c'est-à-dire qu'ils ont évolué, le niveau est plus le même, ne serait-ce qu'aux entraînements, il y a beaucoup plus d'impact, il y a beaucoup plus d'implication. Ils ont compris ce que c'était que l'exigence du haut niveau. Donc ça, c'était le but recherché. Donc avec Stéphane Gaveau, il est très content de ça. Mathias Egui, qui est son adjoint, me le rappelle régulièrement, c'est plus les mêmes entraînements. Donc, et on voit aujourd'hui qu'ils savent répondre sur des équipes préparées athlétiquement, tactiquement, stratégiquement. Voilà, donc on continue notre progression parce que de toute façon, le but c'est d'emmener ces jeunes-là dans notre équipe senior et puis de les garder au club. Les 22 acteurs sont prêts et ils entrent sur la pelouse du complexe sportif Yvon Chevalier. L'arbitre de cette rencontre, M. Réau, va pouvoir donner le coup d'envoi de cette 20e journée. Le match démarre fort pour les Saintais sur ce contrôle raté de Nignol. Mounier récupère le ballon pour un face-à-face, mais le portier lorientais gagne ce duel. Quelle opportunité pour les Saintais qui ne passent pas loin d'ouvrir la marque très tôt dans ce match. Coup franc pour Lorient, c'est frappé dans la boîte pour la tête de Wamba, mais celle-ci s'envole au-dessus de la transversale. Ça combine bien entre les Saintais jusqu'à Deveau qui gagne son duel et peut décaler Roch sur sa droite. Il prend un pas d'élan et frappe du gauche, mais sa tentative est trop enlevée. Corner pour Lorient, c'est frappé second poteau pour Nignol, mais sa tête trouve directement les gants du portier saintais. Nouveau coup de pied arrêté pour les Lorientais, c'est une nouvelle fois dévié de la tête par Wamba, mais ça ne suffit pas pour tromper la vigilance de Gaveau. Baudou récupère le ballon après ce duel aérien. Il tente de retrouver Lee dans l'axe, mais c'est bien défendu. Le ballon vit toujours à 30 mètres et Neveu prend sa chance d'une frappe très sèche. Mais Gaveau s'illustre par un bel arrêt. Succès est lancé dans le dos de la défense saintaise. Il lance à son tour Lee qui prend sa chance du droit, mais sa frappe est trop croisée. Benoît, côté gauche, centre au second poteau mais ne trouve personne. Succès avait bien suivi et centre à son tour à ras de terre mais toujours personne pour reprendre ce ballon. Le ballon ne sort pas et Benoît va la remettre à Lee bien placé qui n'a plus qu'à finir. Lorient ouvre le score dans ce match après cette incompréhension dans la surface de la part des défenseurs saintais. Lorient prend l'avantage, 1-0. Possession lorientaise de nouveau, Wamba côté droit cherche Lee dans l'axe mais c'est bien défendu. Michel récupère ce ballon et va se défaire de Perdrijac avant d'envoyer une frappe, mais sa tentative est facilement captée par Gaveau. Les Saintais tentent de réagir, Grassagne est lancé en profondeur, il croise sa frappe du droit, mais bute sur Cario qui réalise un bel arrêt réflexe. 45e minute, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, les Lorientais mènent 1-0 au complexe Yvon Chevalier de Saintes. Un premier acte très riche en occasions de part et d'autre, mais au bout du compte, seuls les Lorientais ont su trouver la faille pour prendre l'avantage. Au retour des vestiaires, coup franc pour Saintes, Deveau à la baguette trouve Lériteau qui reprend de la tête, mais sa tentative fuit le cadre.
Bon pressing des Saintais pour gêner la sortie de camp de Cario. Womba récupère ce ballon, la donne à Grassani qui dévie pour Mounier. Il prend sa chance du droit mais Cario repousse le ballon. Le ballon vit toujours et Grassani peut enchaîner du gauche mais sa frappe est trop écrasée. Cario se couche facilement sur ce ballon. Belle occasion pour les Saintais qui manquent de peu de recoller au score. Neveu retrouve Lee sur ce long ballon, l'attaquant lorientais gagne son duel de vitesse sur les Ritos. Il s'avance pour un face-à-face et va fixer Gavo pour décaler Baudour qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Quel altruisme de la part de l'attaquant lorientais qui permet à son équipe de faire le break. Lorient mène désormais 2-0 dans ce match. Nouvelle possession lorientaise, Benoît est retrouvé côté gauche, il prend sa chance du gauche, mais le portier saintais capte facilement ce ballon. Bon pressing de Chassin qui récupère ce ballon et va prendre sa chance à 25 mètres, mais manque de réussite, ce ballon est contré et manque de peu de lober le portier lorientais. Coup de sifflet final, le score en restera là. Saintes s'incline 2-0 au complexe sportif Yvon Chevalier. Une occasion franche ratée très tôt dans le match aurait pu donner une toute autre physionomie à Sureli Lerito, le capitaine de cette équipe saintaise. Bon, on a eu une occasion en première période au bout de 2 minutes où on doit marquer, on ne marque pas. On fait une bonne entame de match. Après on prend des buts sur des détails et on n'arrive pas à revenir au score. Les consignes du coach étaient d'aller haut pendant les 15 premières minutes et aller jouer chez eux. C'est ce qu'on a essayé de faire mais ça n'a pas payé. Au début l'objectif était de se maintenir, là on essaye de sortir de la dernière place et de finir le plus haut possible. C'est un honneur de jouer contre des clubs pro parce que c'est pas tout le temps qu'on joue contre des clubs pro et c'est une super saison malgré qu'on soit dernier. On a fait un plutôt bon match. C'était un peu trop instable dans la deuxième mi-temps. On voyait qu'on était plus ouvert, on a fait beaucoup de pertes de balles. Mais sinon on a fait un plutôt bon match et on est content. Il fallait qu'on joue notre jeu, qu'on soit proche pour pouvoir combiner et ensuite pour aller marquer. Et ce qu'on a bien fait. On souhaite prendre des points parce que c'est important et essayer de remonter dans le classement. Et jouer ensemble, évoluer, devenir meilleur chaque jour. Les autres résultats dans cette poule F avec la victoire du FC Nantes sur la pelouse du stade brestois, la victoire des Chamois niortais à Vertou, 3-2. Victoire importante pour les Chamois au niveau du classement. Le FC Nantes est en tête avec 52 points, 10 points devant le stade brestois. Concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine, les Chamois niortais sont 9e avec 26 points et on retrouve Saintes toujours dernier du classement avec seulement 5 points au compteur. On termine cette émission avec notre coup de cœur pour une compétition de jeunes qui fait de plus en plus parler, la Madewis Cup, qui est tout simplement le plus grand tournoi amateur de football en France. Et il y avait une étape du côté de Cestas pour savoir qui allait se qualifier du côté de la région Nouvelle-Aquitaine. Parmi les équipes qui se sont illustrées, le FC Périgny qui a placé 2 catégories pour les phases finales. Le FC Périgny où régnait la joie et la bonne humeur malgré des conditions météo un peu particulières cette semaine. Reportage dans l'agglomération de La Rochelle, signé Théo Rodriguez et Flavien Ziolkowski. Direction Périgny en ce mercredi 6 mars, à quelques kilomètres de La Rochelle en Charente-Maritime. Une effervescence particulière en ce début du mois qui concerne les jeunes pousses du club. En effet, les équipes U10 et U11 vont participer prochainement à la Madewis Cup, fin mai, début juin. Un tournoi de football d'envergure nationale rassemblant plus de 18 000 joueurs amateurs allant de 6 à 13 ans. Les U10 de Périgny ont terminé 3e de ces phases qualificatives à Cestas en février dernier. Une matinée à cartonner, 22 buts marqués et 0 encaissés avant de malheureusement s'incliner en demi-finale, comme nous le raconte Loïc Desrosiers, le coach des U10, qui nourrit quelques regrets suite à la belle production de ces jeunes. Jusqu'à la demi, ça a été très facile. Et la demi, on a pris un penalty dans la première minute. Donc moralement, ils ont été un peu touchés. Ça pleurait, donc on a dû consoler pendant le match. Et on égalise à 2 minutes de la fin. Et ils ont cru que c'était fini. Et on prend un but à la dernière seconde sur un corner, une frappe de loin. Et comme j'avais pas de gardien, c'était un joueur. Pas d'habitude, le placement est pas bon et ça finit au fond. Les U10 vont quand même participer aux qualifications à Istres suite à leur belle 3e place.
Une déception pour les minots après cette élimination en demi-finale, mais surtout une fierté pour l'éducateur et papa d'un joueur, Vincent Romano. C'était pas facile à les consoler. Après sur le terrain, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu les joueurs au bout du premier but. Donc ils n'avaient pas pris le but de la journée, c'était le premier. Et puis c'est le football et puis ça leur permet aussi d'apprendre. Et ça servira pour la suite. C'est sympa et puis en tant que papa on est toujours fiers. Et puis on voit les efforts des enfants. Moi je les connais bien parce que je les suis depuis 3-4 ans maintenant. Donc il y a un petit groupe très intéressant. Donc c'est bien pour la suite. Les U10 ont montré la voie, les U11 ont suivi le chemin et se sont directement qualifiés pour les finales. Victoire face à Bergerac en quart de finale, puis face à Vannes en demi avant de s'imposer en finale contre Marmande. Une expérience incroyable pour ces gamins, mais aussi pour leurs éducateurs. On est parti sur une journée déjà pour que les jeunes puissent avoir une belle expérience. On leur a pas bourré le crâne, on leur a pas mis de pression. On a joué le football comme à Périgny ici, on le traite chaque session d'entraînement. On y est allé avec de l'envie, on a fait des bons matchs, on a eu des belles opportunités de faire des belles actions et de les mettre au fond. Je crois que le premier match on gagne même 7-0 l'ouverture. L'axe prioritaire était surtout sur le jeu avant le résultat. Voilà, exactement. Que les enfants jouent leur football et que ça soit la philosophie du club et de jouer au ballon. Et de jouer au ballon, finalement on a fait des beaux résultats. Et on n'a pas été forcément impressionné à la fin parce que les enfants avaient vraiment une bonne motivation. Et les résultats, c'est chouette, on est vraiment contents, c'est une superbe expérience en plus. C'est également une fierté pour Nicolas Chauveau, le responsable technique jeune du FC Périgny, aller le plus loin possible dans cette compétition. Il faut terminer le plus haut possible, et puis voilà, c'est un tournoi de foot et dans le coup, chaque équipe qui va peut le gagner. Donc il faut terminer le plus haut possible, représenter au mieux les valeurs du club et puis pour pouvoir présenter la Ligue de Nouvelle-Aquitaine et puis le FC Périgny au sein de la formation qu'on a et je pense qu'on est reconnu depuis quelques années maintenant. Même son de cloche de la part des jeunes, notamment Raphaël, joueur U11, qui veut faire belle figure lors de ce tournoi. Je pense que c'est une expérience qui va nous faire du bien pour notre équipe et pour notre apprentissage. Et ça va amener une bonne expérience pour notre football et même pour l'honneur de Périgny. Et puis ça va nous faire plaisir. Et on n'y va pas pour se faire marcher dessus, on y va pour montrer qu'on n'est pas forcément connu, mais qu'on peut se faire connaître en gagnant ce tournoi. Les jeunes U11 auront la chance d'affronter des équipes internationales où les plus grands sont sur la scène européenne aujourd'hui. Un rêve pour les gamins, mais pas que. On va faire rêver les enfants, on va se faire un petit peu rêver tous ensemble parce que ça va être une vraie expérience humaine et les gamins vont avoir la tête plein des étoiles. Il y a Milan AC qui est potentiellement dans le groupe qui est déjà annoncé, il y a Milan AC. Mais qui peut être dans notre groupe à nous pour lancer les festivités. Il y a le Benfica, Galatasaray, mais Dallas également, j'ai vu. U12. Bon, il y a des clubs comme ça qui arrivent. C'est les 3 grosses pointures annoncées. Il y a des clubs pro comme ça qui arrivent. Et le fait que les enfants puissent communiquer et savoir tous les clubs qui arrivent. Et en fin de compte, jusqu'au mois de mai, ils en annoncent à peu près une par semaine. Jusqu'au mois de mai, ils annoncent à peu près un nouveau club par semaine des clubs pro. Des équipes de standing international qui ne font pas peur à Raphaël et sa bande. Les rencontres promettent d'être intenses. Ça peut faire rêver parce qu'on a quand même notre chance et qu'en jouant des clubs gros comme ça va nous faire évoluer. Et je pense que pour notre avenir, pour ce qu'on veut devenir par exemple dans le football, c'est très bien. Forcément, j'étais un peu impressionnée, mais quand faut pas avoir peur d'eux. C'est des êtres humains, ils mangent et par exemple ils vont à l'école aussi. Donc il n'y a pas à avoir peur d'eux. C'est juste sur leur maillot AC Milan. Un rêve comme celui-ci, ça se prépare. Il faut le budget qui va avec. Les éducateurs, bénévoles et parents s'allient tout au long de l'année pour permettre aux enfants d'avoir des étoiles plein les yeux. Ça a un budget aussi, parce que c'est pareil, il va falloir qu'on rentre dans le budget, il va falloir qu'on loge les enfants, qu'on puisse les nourrir, le déplacement. Voilà, donc il faut qu'on essaie. Donc nous, en amont, on va essayer justement de faire des activités, faire des démarches pour pouvoir avoir des subventions aussi, parce que ça coûte de l'argent. Une logistique à mettre en place donc, mais au final un rêve à aller chercher. Les petits du FC Périgny progressent et intégreront un jour l'équipe senior qui est actuellement en Régional 2. En tout cas, c'est le souhait de Nicolas Chauveau, le RTJ du club.
c'est une récompense pour tout le monde, c'est une fête de fin d'année aussi pour cette catégorie où ils ont bien travaillé depuis 2 ans. Après, ils vont encore travailler en U12, U13 pour arriver au niveau régional pour le foot à 11, qui est vraiment le foot vraiment où on veut que les jeunes progressent pour pouvoir intégrer notre équipe première. Là, actuellement, il y a 5-6 joueurs qui sont issus de la formation qui jouent en équipe première. Il y en a 2-3 autres qui font partie du groupe d'entraînement. Donc le but à terme, c'est que les 3/4 de l'équipe première soient plus au niveau régional, voire national 3, mais avec des enfants, des jeunes issus du club. C'est aussi l'important. C'est pour ça que Périgny axe son projet sur la formation, sur tout le club. En fin de compte, il n'y a pas que l'équipe première. Il y a la formation, mais là, on s'axe plus sur le foot à 11 jeunes parce que on a vu qu'à partir de 16 ans, on avait un déficit. Les gamins partaient sur la Vendée, sur d'autres clubs qui étaient mieux structurés que nous. Donc là, il y a un projet pour peut-être l'année prochaine faire une section sportive avec un lycée ou deux de La Rochelle, à la demande du district, et puis on travaille avec le district, pour vraiment garder nos jeunes et pour les amener des plus petits. L'idéal, c'est que ceux qui viennent en U6, ils arrivent en équipe première ou en équipe réserve, mais qu'ils alimentent l'équipe première. Pendant quelques jours, les jeunes pépites du FC Périgny vont s'approcher des étoiles et vu leur détermination, on n'a pas fini d'en parler. Autre club qui a qualifié une équipe et qui réalise ce qu'on appelle un back-to-back en remportant l'édition de l'année dernière et l'édition de cette année dans les catégories U7 et U8, l'AS Marcellus Caucumont, l'AS Marcellus Caucumont qui a brillé, qui a réalisé donc un exploit, le tout grâce évidemment à ses minots, mais aussi à ses éducateurs. 2 d'entre eux sont avec nous ce soir dans l'émission. C'est l'un de nos coups de cœur de la saison. Steve Rousset et Amaury Mazet sont avec nous pour parler de cet exploit de l'AS Marcellus Caucumont. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. On va rappeler, même si les aficionados d'LFNA TV reconnaissent sûrement Steve Rousset, parce qu'on va parler une nouvelle fois de cette génération dorée qui a brillé à la Medewis Cup. Steve, vous étiez notre invité la saison dernière. Steve, on peut représenter un petit peu le club pour ceux qui n'avaient pas vu l'interview. Marcellus Caucumont, où c'est situé exactement, dans quel district, combien de licenciés? Donc du coup, Marcellus, c'est un petit club situé à 10 minutes de Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Voilà, donc on est à la jonction de la Gironde. Et aujourd'hui, l'AS Marcellus Caucumont, qui est une fusion entre 2 clubs, compte aujourd'hui 225 licenciés. Voilà. On a une progression, puisque l'année dernière on était à 190. Donc on a une progression d'à peu près, on va dire, 20%. Donc voilà. Donc c'est pas mal, et progression qui va continuer, parce que la Medewis Cup, forcément, ça donne envie à des enfants de rejoindre l'aventure. On va en parler dans un instant. Juste peut-être rappeler les rôles aussi de chacun. On aurait pu avoir un des dirigeants comme l'année dernière. On aurait pu avoir Ludovic Dupuis, parce que vous êtes aussi une bande d'éducateurs qui a réussi ce pari d'amener les jeunes du côté de Cestas. Juste les rôles de chacun. Amaury, quel est votre rôle au sein du club? Alors moi, au sein du club, je suis éducateur pour la catégorie U8, U9. J'étais déjà avec Steve l'année dernière sur la catégorie U6, U7. Et puis l'envie de continuer. Et je pense qu'on a fait des émules, puisque aujourd'hui on est 6 éducateurs sur la catégorie U8, U9. Donc on a des parents qui s'investissent de plus en plus, et ça prouve que tout le monde a envie de s'investir pour ce club-là. Steve, on rappelle le Donc moi, rôle. je suis éducateur aussi 8-9, responsable de la catégorie, et je suis aussi coprésident. Voilà, je suis revenu à la coprésidence depuis cette année. Voilà, je l'avais été par le passé, et cette année je suis revenu avec mes 2 collègues Philippe Berck et Sébastien Lavadi. On est des amis de longue date. Et pour la catégorie 8-9, donc on est 6 éducateurs. Voilà, aujourd'hui. Donc il y a Ludovic Dupuis, Patrice Faure, Amaury, Cyril Célestin, Thomas Lavergne qui nous rejoint juste maintenant, qui est le papa d'un joueur qui nous rejoint, et puis donc bon, ça fait 6. Voilà, pour un effectif de 30 enfants. Et pour un effectif qui a réussi un exploit, parce qu'on vient d'avoir un reportage sur le club de Périgny qui va découvrir la phase finale de la Medewis Cup. Vous, ça s'appelle en NBA ou en sport américain, Amaury, ça s'appelle un back-to-back. Hein. Vous avez gagné l'année dernière l'étape
régional avec les U7. Et là, la même génération en U8 fait le doublé et va donc être qualifiée pour la phase finale. Amaury, je suppose que d'une, c'est une fierté et deux, c'est le travail qui paye aussi. Tout à fait. Donc c'est vrai que par rapport à l'année dernière par rapport à l'avancée dans la compétition, on avait des petits qui étaient très chargés en émotions et qui avaient envie vraiment de s'appliquer, de bien faire et de démontrer ce qu'ils avaient vu aux différents entraînements. Là, on est plutôt dans la confirmation, puisqu'on a beaucoup parlé de chance l'année dernière. Cette année, voilà, on a été très impliqués. On a beaucoup travaillé pour justement arriver à cette compétition. Et les joueurs étaient préparés. Donc, on a été beaucoup dans l'émotion aussi, parce qu'on a toujours des parcours difficiles au début et avec une fin très heureuse. Mais en tout cas, voilà, c'est le travail des 2 entraînements par semaine, des plateaux, de l'application des petits, qui a vraiment payé cette année. Et effectivement, les petits s'habituent à ce goût de la victoire et cette ambiance et cette effervescence autour de cette compétition. Et il y a du mental en plus du talent, Steve, parce que en finale, vous retrouvez Cestas qui joue à domicile, vous les battez 1-0. Ça montre aussi qu'il commence à y avoir un petit peu d'expérience en plus du talent chez vos jeunes. Ouais, tout à fait. On finit donc en finale 1-0 contre Cestas, qui recevait l'épreuve cette année. On les avait éliminés l'année dernière en demi-finale, 1-0. Et voilà, donc Cestas, pareil, une équipe très costaud. Ils reviennent à la compétition et on les retrouve en finale cette année. Mais voilà, comme le disait Amaury, on a des compétitions qui démarrent souvent un petit peu dans le dur, qu'on a du mal à démarrer. On est sorti des poules, comme on dit, c'était la poule de la mort. Hein. Le SAM de Mérignac, Marmande, Le Passage, on savait que ça allait être vraiment très très difficile. On s'en est sorti parce que les petits, ils n'ont jamais lâché. Voilà, on a ce match-là où contre Marmande, on est éliminé à 10 secondes de la fin et on a réussi à égaliser. Une égalisation qui, on va dire, même moi, j'y croyais plus. J'ai dit c'est fini. Mais les joueurs y ont cru. C'est surtout ça. C'est qu'ils ont été très très appliqués dès le départ de la compétition. Parce qu'on avait un gros match à faire contre Le Passage, qu'on avait déjà rencontré cette année, qui fait partie des clubs amis. Et donc les équipes se connaissaient, on savait que ça allait être difficile. Et pour pas sortir de la compétition, il ne faut pas perdre de match. Il faut au moins aller chercher à chaque fois des matchs nuls. Ce qui a été fait contre Le Passage et contre Marmande, où l'égalisation se fait très très tardivement dans le match, mais qui nous permet de rester dans la compétition et de pouvoir se qualifier pour la phase finale qu'on a réussi l'après-midi. Donc les enfants, ils n'ont pas du tout perdu pied. Tête froide jusqu'au bout, et puis notre attaquant qui fait un cost to cost, comme on dit, si tu veux rester les termes américains. Il dribble 3 joueurs de Marmande, il marque à la dernière seconde. Et ce match nul, en fait, il nous permet d'espérer. On n'est pas maître de notre destin le dernier match, il faut que nous gagnions un 4-0 contre la réserve de Cestas et prier pour un match nul entre Le Passage et Marmande. Et donc pareil, on fait le boulot. Et à côté, en fait, Le Passage qui menait 1-0 se fait égaliser la dernière action contre Marmande. On passe par un trou de souris, mais là où c'est beau, c'est que tu racontais plus l'après-midi, Amaury. L'après-midi, la matinée a été difficile parce qu'il y avait vraiment une envie de bien faire de la part des Panthères. Et ils ont été libérés l'après-midi parce que eux, ils avaient fait. Pour eux, le plus dur était derrière, la qualification était là. Et demi-finale, finale, moi de mon point de vue, on n'a absolument pas été inquiétés l'après-midi. On a joué très bien. Très juste. Clairement, très juste. On était à chaque fois dans les bons timings. C'est parti d'un gardien qui a fait 2 excellents matchs sur l'après-midi. Très solide défensivement, on a concédé très peu d'occasions. Et offensivement, on a eu 1 ou 2 éclairs qui nous ont permis de faire la différence. Et du coup, de gagner 2-0 contre Agen en demi, et la finale contre Cestas, où effectivement, ils jouaient devant beaucoup de monde puisqu'ils étaient à domicile. Et là, vous allez être qualifié. C'est son fils qui marque en finale. En plus. Ah, ça c'est beau. C'est souvent, on a des belles histoires avec le papa et l'enfant présent dans ce genre de tournoi. C'était le cas aussi à Périgny. Donc bravo, vous allez être qualifié pour la phase finale. On le disait, c'est une expérience forcément qui va être un atout pour vous, Amaury, d'avoir l'année dernière joué les phases finales à Bastia. Vous aviez terminé 7e sur 12. Ça va amener, je suppose, il n'y aura pas l'effet découverte. Là, est-ce que les ambitions changent un petit peu ? Alors, les ambitions, de notre point de vue, ne vont pas changer, puisqu'on va arriver
sur cette Amadeus League encore avec un titre de petit poussé. On le voit déjà sur la Amadeus Cup, on a joué contre des clubs alors qui n'ont pas jusqu'à 100 fois plus de licenciés, mais on a joué contre des communes et des villes où il y a 100 fois plus d'habitants, ou pas loin. Donc nous, forcément, on arrive, on l'a rappelé, mais c'est vrai que où est-ce qu'est Marcellus Cocumont? Donc on a réussi déjà à le placer sur la carte l'année dernière, donc là, on va pouvoir confirmer ce placement. Après, nous, les prétentions, c'est au moins que les joueurs prennent un maximum de plaisir. C'est une récompense par rapport à ce qu'ils ont travaillé, l'engagement qu'ils ont eu aux entraînements tout au long de l'année. Voilà, nous, on a plus de 95% de présence sur les entraînements sur ces enfants-là. Donc voilà, ils se sont battus pour pouvoir y aller. Et effectivement, ils vont avoir la chance de jouer dans un très beau stade comme l'année dernière quand on avait joué à Furiani. Ils vont avoir la chance de rencontrer des joueurs de leur génération, mais issus de clubs professionnels, donc avec un staff, un encadrement où eux aussi s'entraînent beaucoup. Et de toute façon, par rapport à ce qu'ils ont démontré tout au long de l'année, on le sait, c'est cet esprit de groupe. Donc, ce groupe vit déjà depuis 2-3 ans pour la plupart ensemble, et cette force mentale de cohésion d'équipe qui devrait leur donner justement la possibilité de profiter à fond de cette épopée sur Martigues. Mais on espère effectivement affronter des équipes issues du monde professionnel. Oui, évidemment, ça fait plaisir autant aux éducateurs et aux parents qu'aux enfants. D'ailleurs, juste question pour Steve, parce que d'un point de vue logistique, on en a discuté avec Périni, c'est une aventure qui est géniale, mais qui a aussi un coût. L'année dernière, c'était encore plus loin, c'était à Bastia. Comment vous organisez tout ça? Il y a une cagnotte, c'est réfléchi avec les parents, comment ça se passe? Vous êtes, on le rappelle, un petit club, pas forcément avec un très très gros budget. Comment ça se passe tout ça, Steve? Alors, pour l'an dernier, on avait lancé une cagnotte, on s'était qualifié très tôt, c'était le mois de novembre, on avait 8 mois pour préparer la compétition, et on avait réussi à réunir 9 000 € l'an dernier, parce que on avait beaucoup de besoins. Il fallait prendre l'avion, il fallait le camping, il fallait réserver des voitures là-bas, parce qu'on n'avait rien. Donc c'était un coût assez important pour nous, avec les parents qui nous ont aidés à préparer tout ce voyage-là. Donc les mamans des joueurs se sont occupées c'était notre tour opérateur pendant quelques mois. Mais cette année, c'est beaucoup plus facile parce que même si on a moins de temps, on a 3 mois, là on a tout bouclé. Ça y est, on a le camping qui est réservé, on aura nos voitures sur place, on a juste l'aller-retour à faire. Donc niveau coût, ça passe l'an dernier où c'est qu'il fallait un budget de peut-être 1 500 € par famille. Aujourd'hui, ça va coûter 400 € pour les familles pratiquement, pour l'hébergement et la route. Donc aujourd'hui, on n'a pas lancé de cagnotte. On a déjà 1 ou 2 sponsors qui sont naturellement venus vers nous pour nous proposer, comme l'an dernier, une petite rallonge pour nous permettre de partir. Et puis après, le club va participer aussi, comme l'an dernier. Mais aujourd'hui, on n'est pas inquiet sur ça. Tout est bouclé, donc voilà. Donc après, bien évidemment, s'il y a des gens qui veulent nous aider, on est preneurs. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose de problématique pour nous. Non, ça c'est déjà la bonne nouvelle. Vous parliez de l'aventure de l'année dernière. Ça a amené quoi, Maury, en termes d'exposition pour le club? Parce qu'on a mis Marcellus Cocumont sur la carte, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que ça a amené aussi d'autres licenciés? Est-ce que ça a amené de l'émulation? Ça a amené des bénévoles supplémentaires, des éducateurs? Alors en effet, tout a été positif après cette expérience. En termes d'éducateurs, on a beaucoup de parents qui ont souhaité s'investir. Alors forcément, les enfants parlent entre eux à l'école, parlent entre eux au centre de loisirs. Donc on a eu la chance d'accueillir aussi des enfants supplémentaires, dont notamment Louis Lavergne, où son papa Thomas vient de prendre la licence chez nous comme éducateur. Donc voilà, on a eu cet investissement là supplémentaire, et puis ça donne un rayonnement sur les alentours de la commune, où effectivement des enfants qui veulent démarrer le football ou qui veulent se confirmer dans le football pensent à nous effectivement un petit peu plus. Bon, là on met en lumière, Steve, la catégorie U8 et celle qui était U7 l'année dernière, mais comment ça se passe au club sur l'ensemble des catégories jeunes? Parce qu'on sait que Marcellus Cocumont, c'est aussi un club qui vit et qui brille par ses jeunes, par sa formation. Je sais de mémoire, les U13 font une belle saison. Ouais, les U13, on fait une première
partie de brassage où ils ont terminé premier de leur poule, donc ils sont montés en honneur, qui est le plus haut niveau départemental. Donc ils se retrouvent à des équipes 1 comme Marmande, Le Passage, voilà, des clubs comme ça, Villeneuve, etc. Ce qui est très bien, c'est un travail de longue haleine pour la catégorie de Laurent Haming qui a pris ce groupe-là, qui avait les U7. Son effectif c'est un petit peu aussi amenuisé au bout des ans parce qu'il avait des très bons joueurs, donc ils sont partis à Marmande, ce qui est logique, c'est le club phare du coin. Mais malgré tout, on a un très bel effectif en U13 et on va en profiter pour faire le tour des catégories. Cette année, on a des U15, donc on a en entente avec Assez Jaloux. Donc là, c'est Thomas Hurtel et Sofiane Mokhtari qui gèrent ce groupe. On a de très très bons résultats. Il y a beaucoup d'éléments première année. Et donc là, en deuxième phase de district, là, ils sont enchaînés par 3 matchs, 3 victoires. Ça joue vraiment hyper bien au ballon. On voit qu'il y a un projet depuis le début de l'année, un projet vraiment de jeu, jouer au ballon. C'est vraiment plaisant, très très plaisant de les voir. Ils font du super boulot. Donc après, en U13, on a Laurent Haming, Benoît Mensac et Teddy Bocaillou, donc qui gèrent les 2 équipes U13. En U11, on a 2 équipes aussi, donc Morgane Leclerc, Nelson Cerquera et Raphaël Taffarello, donc ils sont aussi des joueurs seniors. U9, on en a parlé, on est 6 éducateurs. Et après, en U7, on a eu le bonheur aussi d'accueillir Rémi Land qui a mis donc son fils dans notre club, qui habite pas loin, et qui lui aussi gère le sport-études de Miramont, qui est prof de sport. Donc voilà, avec les diplômes derrière qui vont bien. Donc c'est toujours un plaisir d'avoir des éducateurs avec des BEF. Comme aussi, on a recruté. On va dire qu'on sait, il y a Sébastien Monglin, qui est l'ancien RTJ de Marmande, qui nous a fait le bonheur de nous rejoindre cette année, qui chapeaute tout ça. Et voilà, on est en train de progresser. On a un effectif au niveau d'école de foot qui a plus 55%. Donc on est passé de 80 joueurs à 125 à l'heure où on te parle. Voilà, donc du coup, beaucoup d'arrivées. Beaucoup d'arrivées d'éducateurs. On est quasiment maintenant 20 éducateurs. Dont 5 ou 6 qui vont se passer des diplômes très rapidement, des CF1, des CF2 avant la fin de l'année pour se structurer encore mieux. Voilà, donc on a vraiment le vent en poupe. On est vraiment bien au niveau de l'école de foot dans tous les compartiments, que ce soit éducateurs ou joueurs. Et puis aujourd'hui, il arrive la problématique des installations. Avec les intempéries de cette année, on a pas mal galéré comme pas mal de clubs. Heureusement, on a les salles, donc salle de Beaujac, de Marseillus et de Cocumont, où c'est qu'on peut s'entraîner. Maintenant, voilà, on sait que les entraînements pendant 3 mois, ça a été très compliqué sur les terrains. On a des terrains qui ne boivent pas, des terres très difficiles. Donc là, déjà, on remercie la mairie parce qu'on a un projet de refaire le terrain d'honneur avec un drainage en intégralité pour pouvoir assumer les matchs déjà. Et parce qu'on n'a pas pu recevoir de matchs officiels pendant 3 mois. Donc on a été obligé d'inverser tous les matchs, tous les plateaux. Les seniors ont fait même les matchs retour à l'extérieur pour l'instant. C'est très compliqué. Donc voilà, la mairie aujourd'hui, on est main dans la main avec eux. Ils nous suivent. On sait que c'est compliqué, ça a un coût. Mais voilà, ils vont faire l'effort. Et derrière aussi, on a un projet d'études de football synthétique à 8 pour gommer toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui. Alors on sait que ça va être un long chemin de croix. Je pense que dans notre district, il faut qu'on démocratise ça aussi. Avoir des terrains synthétiques, tous les départements en ont, on va dire en Gironde, dans les Pays Basques, il y en a beaucoup. On n'a pas forcément cette culture-là dans le Lot-et-Garonne, mais avec les subventions aujourd'hui qui sont jusqu'à 80%, avec tout ce qui est mis en œuvre, il faut qu'on avance aussi pour améliorer les installations de nos enfants et de nos groupes seniors pour leur permettre de s'entraîner toute l'année et de pallier aux intempéries qui sont de plus en plus compliquées. Voilà, donc là, c'est un projet, on est vraiment à l'étude, mais on aimerait bien, dans quelques années, pouvoir avoir cette solution. Des projets excitants, et la bonne nouvelle, Steve et Amaury, c'est qu'on a dû fermer les volets derrière vous parce que le beau temps est de retour. Donc ça, déjà, c'est un bon point pour les terrains et c'est vrai que c'est une problématique très importante. Il fallait en parler parce que c'est le cas dans tous les districts de Nouvelle-Aquitaine avec les intempéries. Les clubs qui ont un synthétique, c'est vrai, ont gagné du temps et voire de l'argent. Donc on reparlera de cette importance de construire des terrains synthétiques. Vous avez bien fait d'en parler. Steve, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le mot de la fin, Amaury
et Steve, que le fiston marque un but en finale du côté de Martigues ou d'Istres, Amaury? Alors le plus important, voilà, nous, c'est pas l'exploit individuel, c'est plutôt l'exploit collectif. Bien sûr. Donc voilà, c'est que le groupe continue à vivre comme il vit, que ce soit voilà, les joueurs, les parents ou avec les dirigeants. Qu'on garde cet état d'esprit et ce bonheur qui fait vraiment l'image de Marcellus. Et puis après, bon, voilà, si on peut aller assez loin et avoir encore plus d'émotions que ce qu'on a déjà vécu depuis 2 ans, ça sera exceptionnel. Ouais, voilà, on va y aller cette année un petit peu. Ouais, ça va être différent de l'année dernière parce que l'année dernière, voilà, c'était en Corse, voilà, il y avait eu beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'inconnus. Cette année, voilà, un groupe sur 7 joueurs, il y en a 5 qui l'ont fait l'année dernière. On est un petit peu ambitieux parce qu'on aimerait bien, voilà, si on peut titiller un ou 2 gros, ça serait sympa, toujours, hein, c'est toujours sympa. Mais voilà, on a un effectif qui est costaud cette année. Voilà, on n'a pas de point faible en fait. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a 7 joueurs. On a vraiment un groupe hyper homogène. On n'a pas vraiment un joueur qui va, si dans un mauvais jour ou un bon jour, nous faire basculer les matchs. C'est-à-dire qu'on a vraiment un groupe très costaud. Et ça, c'est du bonheur parce que quand on fait des changements, aujourd'hui, comme on dit, on n'appelle plus nos enfants des remplaçants, on les appelle les finisseurs. Parce que quand ils rentrent, en fait, ils sont là pour faire la diff. Donc, on est dans ce projet-là d'y aller avec notre petit club sans ambition, mais on va essayer quand même de faire bonne figure. L'année dernière, on a fini 7e sur 12. Voilà, si on peut finir un petit peu plus haut, on va pas s'en priver. Voilà. Et c'est tout ce qu'on souhaite évidemment au club. Oui, Amaury. Alors, tu nous parlais potentiellement que dans la région, peut-être il pourrait y avoir des moustiques. Nous, on a 7 moustiques sur la feuille de match, donc 5 en permanence sur le terrain. Et on est là pour déranger les grosses bêtes. Et on espère que Marcellus Cocumont va piquer, effectivement. Mais pensez quand même à l'anti-moustique si c'est à Parsemin du côté du stade d'Istres. On vous souhaite la meilleure aventure possible. Et on a mis en lumière les enfants. Évidemment, on pense à tous les éducateurs qui font la réussite de votre club et on les embrasse. On associe tous les éducateurs de Marcellus Cocumont à cette réussite. Merci beaucoup, Steve et Amaury, d'avoir pris un petit peu de temps pour nous répondre et la meilleure aventure possible cette saison et du côté de la Madewis Cup. Merci Benjamin. Merci Benjamin. Et un grand bravo à tous les clubs de Nouvelle-Aquitaine qui se sont qualifiés pour les finales à Martigues et à Istres. On félicite évidemment une nouvelle fois l'AS Marcellus Cocumont et le club de Périgny. Félicitations également à l'ES Canéjan qui s'est qualifié dans la catégorie U7, au Sporting Union Agenais dans la catégorie U9, au FC Libourne chez les U10 ainsi que l'AS Passage FC dans la catégorie U12 et puis qualification chez les filles dans la catégorie U13 féminine de l'ES Saintes. Les finales qui auront lieu à Martigues et à Istres du 30 mai au 2 juin 2024. On souhaite évidemment le meilleur pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Cette émission numéro 133 d'LFNA TV est désormais terminée. Un grand merci à mon binôme magique, Laurel et Hardy, Théo Rodriguez et Flavien Violkowski. Merci à vous pour votre fidélité. Vous commentez, vous partagez cette émission comme vous le faites d'habitude. On se retrouve lundi prochain à la même heure pour le numéro 134. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas le plus important, sous le soleil, sous la pluie, le football professionnel ou amateur, ça reste un jeu.